Je retourne voir mon ex, m'a dit ma femme après 14 ans. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. J'ai simplement hoché la tête. Le lendemain, son propre avocat a appelé d'une voix brisée. La maison, les comptes. Mon Dieu, que lui as-tu dit hier? Tu sais ce qu'on dit sur le mariage? C'est comme un château de cartes construit sur des fondations de mensonges, de bonnes intentions et de mots de passe Netflix partagés. Eh bien, ma maison de 14 ans vient de s'écrouler plus vite qu'un étudiant ivre essayant de construire des meubles Ikea. Et il n'a fallu que 3 petits mots et un morceau de poisson criminellement trop cuit. Laisse-moi te planter le décor, car ce moment mérite un film complet. Imagine. Notre salle à manger, celle que Clara a insisté pour qu'on peigne en coucher de soleil, même si elle ressemblait plus à un orange pour bébé à mes yeux. Les tables dressées avec la belle porcelaine. Tu sais, ce genre de choses qu'on ne voit que quand on se fiance, qu'on divorce ou qu'on meurt. J'aurais dû voir ce qui se passait. Mais bon, avec le recul, on est en 2020, et j'étais occupé à ne pas m'étouffer avec ce qui était, j'en suis presque sûr, le saumon le plus sec de l'histoire des fruits de mer. Clara est assise en face de moi, dans cette robe bleue, celle que je lui ai offerte pour notre anniversaire il y a 3 ans, quand je pensais encore que l'amour signifiait autre chose que de se rappeler de baisser la lunette des toilettes. Elle déplace sa nourriture dans son assiette comme si elle pratiquait une intervention chirurgicale. Et je sens que quelque chose se trame. On développe un 6e sens pour ce genre de choses après plus de 10 ans de mariage. C'est comme un système d'alerte orage, sauf qu'au lieu des sirènes de tornade, on entend une taille passive-agressive et le bruit des couverts qui s'enfoncent dans d'innocents légumes. Et voilà que je suis là, à scier ce morceau de poisson qui pourrait probablement servir de butoir de porte, quand Clara pose sa fourchette avec la précision délibérée qui fait le travail. Elle se penche en avant et laissez-moi vous dire, quand votre femme se penche en avant pendant le dîner, ce n'est jamais pour vous dire à quel point vous êtes beau sous un éclairage fluorescent. Je retourne voir mon ex, dit-elle comme ça. Sans préambule, sans miel, il faut qu'on parle. Pas de montée en puissance progressive qui m'aurait laissé le temps de me préparer à l'impact. Boum, l'option nucléaire est déployée. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Voilà où la plupart des hommes perdraient la boule, non? Retourner des tables, balancer des assiettes, peut-être frapper un mur, et le regretter aussitôt parce que les cloisons sèches font bien plus mal qu'il n'y paraît. Clara est assise là, l'air impatient, comme si elle attendait que j'auditionne pour le rôle du mari dévasté dans sa série dramatique personnelle. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai hoché la tête. C'est tout. Juste un simple hochement de tête calme, comme si elle venait de m'annoncer qu'il pourrait pleuvoir demain ou qu'on n'avait plus de lait. J'ai même plié ma serviette. Tu sais, ce petit pli en triangle bien net qu'on fait dans les restaurants chics et qui donne l'impression qu'on est censé donner un pourboire supplémentaire juste pour la géométrie. La confusion sur le visage de Clara était absolument inestimable. Je parle du genre d'expression déconcertée qu'on voit sur le visage des gens lorsqu'ils essaient d'utiliser un téléphone à cadran pour la première fois ou lorsqu'ils réalisent que le film qu'ils regardent depuis 1 heure est en fait un film étranger et que les sous-titres sont désactivés. Elle s'était clairement entraînée à ce moment-là devant le miroir de la salle de bain pendant des semaines. Elle répétait probablement différentes versions de son grand discours selon ma réaction. Elle voulait la production complète de Broadway, des larmes, des cris, des supplications, peut-être des déclarations théâtrales sur le fait qu'elle était l'amour de ma vie et comment elle avait pu me faire ça. Elle voulait que je m'effondre pour se sentir importante, pour être la star de sa propre rupture. Au lieu de cela, elle m'a fait rester plantée là comme si je composais mentalement une critique Yelp. Le service était médiocre. Le saumon était trop cuit. Les aveux de ma femme manquaient d'originalité. 2 stars pourraient revenir si elles améliorent le poisson. Ce que Clara n'avait pas réalisé, ce qu'elle ne pouvait pas savoir puisqu'elle avait arrêté de m'écouter vers la 6e, c'est que la série dans laquelle elle pensait jouer venait d'être annulée. Pas reportée, ni déplacée, mais carrément supprimée par la chaîne. Voyez-vous, voilà le truc quand on est marié à quelqu'un depuis 14 ans, on apprend ses habitudes. On commence à remarquer quand il envoie plus de SMS, quand il a soudainement envie d'aller à la salle de sport, quand il commence à acheter de nouveaux sous-vêtements qui, curieusement, ne font jamais partie de la routine à la maison. On remarque quand il travaille plus tard, quand ses histoires ne tiennent pas la route, quand il se dispute pour des bêtises comme si le lave-vaisselle était bien chargé ou si j'avais pensé à mettre le linge de la machine à laver au sèche-linge. Clara pensait être subtile, mais subtil pour Clara, c'était comme chuchoter à un sourd. Techniquement plus calme, mais complètement à côté de l'essentiel. J'observe ce désastre prendre de l'ampleur depuis des mois, peut-être même plus longtemps.
les appels tardifs qu'elle prétendait être ceux de sa sœur, les courses mystérieuses qui prenaient 3 heures à faire, l'envie soudaine de se retrouver et d'explorer sa vérité profonde, quoi que cela puisse bien vouloir dire. Alors, quand elle a finalement lâché sa bombe, je n'ai pas été choqué. Je n'ai pas été dévasté. Je n'ai même pas été particulièrement surpris. J'étais même plutôt soulagé qu'on puisse enfin arrêter de faire semblant. C'est épuisant, vous savez, de faire comme si tout allait bien quand on sait tous les deux que le navire coule. C'est comme être dans une pièce de théâtre vraiment ennuyeuse où tout le monde a oublié son texte mais continue quand même parce que le spectacle doit continuer. Mais voilà ce que Clara ignorait. Ce qu'elle n'aurait jamais pu soupçonner en attendant que je m'effondre comme un biscuit rassis. Je me préparais à ce moment depuis très, très longtemps. Pendant qu'elle était occupée à préparer sa sortie dramatique, je construisais discrètement quelque chose qu'elle n'aurait jamais vu venir. Le saumon était peut-être trop cuit, mais la vengeance. C'est un plat qui se mange froid, et je le laissais refroidir au congélateur depuis des mois. Si vous n'avez jamais eu le plaisir de voir une femme adulte piquer une crise en faisant ses valises, laissez-moi vous peindre une image qui ferait pleurer de jalousie Jackson Pollock. Clara n'a pas juste fait ses valises ce soir-là, elle a performé. Et public et les coupons de réduction. Clara séjournait chez sa sœur Janet à Phoenix. Vous savez, cette sœur qui m'avait toujours trouvé trop autoritaire et qui avait passé 14 ans à encourager Clara à se trouver et à suivre son cœur. La chambre d'amis de Janet était devenue le camp de réfugiés de Clara, avec ses cartons d'affaires qu'elle avait réussi à sauver et sa collection grandissante de bouteilles de vin vide qui laissait penser que sa situation commençait à prendre forme. L'enveloppe était tout à fait banale. Blanche, de taille standard, sans adresse de retour, si ce n'est celle du cabinet d'avocats Mitchell & Associates, les administrateurs de la fiducie qui géraient les aspects les plus délicats de ma planification financière. Pas de courrier recommandé, pas de signature requise, juste un simple courrier qui aurait aussi bien pu être une offre de carte de crédit ou un renouvellement d'abonnement à un magazine. Mais à l'intérieur de cette enveloppe ordinaire se trouvait le certificat de décès de Clara. Pas littéralement, bien sûr, mais l'équivalent légal, un avis de dissolution irrévocable qui mettait fin officiellement à tout filet de sécurité, à tout plan de secours et à tout espoir qu'elle pouvait avoir de sauver quelque chose des décombres de son mariage. Clara l'ouvrit probablement en buvant son café du matin, peut-être assise à la table de la cuisine de Janet, entourée des débris de sa nouvelle vie. La lettre était rédigée dans ce langage particulier que les avocats utilisent lorsqu'ils veulent paraître officiels, sans être inutilement cruels, professionnels, efficaces et absolument définitifs. Avis de fiducie irrévocable. Dissolution *** date des faits. Le moment exact où elle avait dit « Je ne t'ai jamais aimé », *** statut de bénéficiaire terminé. Répartition des biens terminés ***. La beauté du timing n'était pas fortuite. Chaque manœuvre juridique, chaque transfert financier, chaque conséquence soigneusement planifiée avait été déclenchée par les propres mots de Clara lors de notre dîner d'anniversaire. Elle n'avait pas simplement avoué une liaison. Elle avait prononcé les mots magiques qui avaient activé des clauses qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire dans des documents qu'elle avait signés sans réfléchir. La dissolution de la fiducie était le dernier domino d'une réaction en chaîne qui se préparait depuis des années. Clara avait toujours supposé qu'être mariée signifiait avoir droit à la moitié de tout ce que j'avais construit, mais elle n'avait jamais pris la peine de comprendre comment ce droit pouvait être structuré juridiquement. Elle avait signé des papiers qui faisaient d'elle une bénéficiaire conditionnelle, et non automatique. Et ces conditions avaient des déclencheurs très précis, abandon, infidélité, tromperie préméditée. Chacune d'elles était soigneusement définie dans un langage juridique qui ne laissait place à aucune interprétation ni appel. Clara avait réussi à réunir le trio gagnant en une seule soirée, avec documentation sur les réseaux sociaux et témoignages. La lettre expliquait en des termes que même Clara pouvait comprendre que son statut de bénéficiaire avait été résilié dès qu'elle avait franchi le seuil de notre porte. La maison, les placements, les comptes de retraite, les polices d'assurance vie, tout ce qui était détenu en fiducie pour Michael Peterson et son épouse était désormais détenu en fiducie pour Michael Peterson lui-même. Mais le véritable coup dur résidait dans le deuxième paragraphe, où la lettre détaillait précisément ce que la liaison de Clara lui avait coûté. Pas seulement les choses évidentes comme la maison et les économies, mais aussi des choses auxquelles elle n'avait probablement jamais pensé. L'abonnement au country club qu'elle avait utilisé pour des cours de tennis. La police d'assurance maladie qui couvrait ses coûteuses consultations chez le dermatologue. Les cartes de crédit sur le point d'être résiliées. L'assurance auto qui allait expirer, la voiture étant désormais officiellement un véhicule de fonction.
Même son forfait mobile allait être résilié, car il faisait partie de notre forfait familial. Et d'après les documents de fiducie, Clara ne faisait plus partie de la famille. Janet a probablement vu Clara lire cette lettre, son visage passé par la même succession d'émotions devenues familières ces 3 dernières semaines. Confusion, incrédulité, colère, et enfin cette acceptation creuse qui survient lorsqu'on réalise qu'on a été complètement manœuvré par quelqu'un qu'on croyait trop ennuyeux pour jouer aux échecs. La lettre comprenait également une chronologie utile de l'avenir financier de Clara. Jour 1, tous les comptes gelés. Jour 7, carte de crédit annulée. Jour 14, police d'assurance résiliée. Jour 30, procédure judiciaire engagée pour le recouvrement des biens matrimoniaux transférés frauduleusement à des tiers. Cette dernière partie concernait Simon, bien sûr, et le fait que Clara lui versait de l'argent depuis des mois par diverses méthodes comptables ingénieuses. Chaque dîner romantique, chaque escapade de week-end, chaque cadeau qu'elle lui avait offert avec notre carte de crédit commune était désormais considéré comme du vol. Et les administrateurs de la fiducie allaient récupérer chaque centime, intérêts et pénalités inclus. Mais le plus accablant de la lettre était peut-être le dernier paragraphe, qui expliquait que cette dissolution était irrévocable et définitive. Il n'y aurait ni appel, ni négociation, ni seconde chance. Clara avait fait son choix lors de ce dîner au saumon, et maintenant, elle allait devoir en subir les conséquences jusqu'à la fin de ses jours. Tyler Preston avait disparu après ce premier appel, probablement parce que représenter Clara était devenu une responsabilité professionnelle qu'aucune somme d'argent ne pouvait justifier. Simon avait cessé de la rappeler après que son avocat lui eut expliqué que s'associer à elle le rendait encore plus coupable de fraude. Même Michel avait fait silence radio après avoir réalisé que ses commentaires sur les réseaux sociaux avaient été utilisés comme preuve dans une procédure judiciaire. Clara était assise seule dans la cuisine de sa sœur, les yeux rivés sur un document juridique expliquant en détail comment elle avait réussi à détruire sa vie en 3 mots et un selfie au champagne. Son nouveau petit ami risquait un procès qui le ruinerait. Sa fille ne voulait plus lui parler. Ses amis l'avaient abandonné après que le scandale eût été rendu public. Pendant ce temps, j'étais chez moi, à regarder Netflix en streaming et à manger des plats chinois à emporter au bon restaurant du centre-ville. Celui que Clara disait toujours trop cher pour un dîner normal. La télécommande était la mienne. Le thermostat était réglé exactement à la température que je voulais, et personne ne se plaignait de mon choix de documentaire ou de mon habitude de manger de la glace directement à la bouteille. Clara avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé pendant ce dîner. Elle avait dit ne jamais m'avoir aimé, alors maintenant, elle n'avait plus besoin de faire semblant. Elle avait dit vouloir retourner avec son ex-amant. Elle était donc libre de poursuivre cette relation sans aucune distraction financière liée à notre mariage. La seule différence, c'est qu'elle s'attendait à emporter la moitié de tout avec elle. Et au lieu de cela, elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait contribué à notre partenariat financier au cours des 6 derniers mois, absolument rien. J'ai levé ma bière et trinqué à la maison vide, à la soirée parfaitement calme et à la belle simplicité d'un plan qui avait fonctionné exactement comme prévu. Clara n'a rien obtenu. J'ai reçu la télécommande. Commerce équitable. Mon Dieu, c'était une performance digne d'un Razzie Award. Le spectacle a commencé vers 22h30, juste après qu'elle ait appelé sa mère pour lui annoncer avec fracas sa libération d'un mariage sans amour. J'entendais chaque mot d'en bas, car Clara avait apparemment oublié que le son se propage, surtout quand on crie pratiquement dans son téléphone comme si on essayait de communiquer avec des astronautes sur Mars. Sa mère, Dieu la bénisse, se demandait probablement pourquoi sa fille avait soudain l'air d'auditionner pour un feuilleton. Mais bon, la thérapie familiale, ce n'est pas mon domaine. Puis vint le vrai divertissement. Clara monta les escaliers d'un pas lourd comme si elle essayait de réveiller les morts, ou du moins les voisins 3 maisons plus loin. Chaque pas était une déclaration de guerre à la gravité. Un solo de percussion qui aurait rendu Buddy Rich jaloux. Je suis assis dans mon fauteuil inclinable, télécommande dans une main, bière dans l'autre. Je me dis que c'est mieux que le câble. Qui a besoin de HBO quand on a sa future ex-femme qui s'occupe du divertissement? La première valise a heurté le sol de la chambre avec un bruit sourd qui a fait trembler les fenêtres. On parle d'une sansonite ordinaire. Pas d'un piano à queue, mais Clara a réussi à faire comme si elle déplaçait un coffre-fort. Puis sont arrivés les tiroirs. Bon sang. Les tiroirs. Elle ne les ouvrait pas. Elle les attaquait. Chacun d'eux claquait avec la force d'un petit tremblement de terre. Comme si elle était personnellement offensée par l'existence des meubles. Mais le véritable clou du spectacle,
c'était le soupir. Clara avait élevé l'art du soupir exagéré à des niveaux olympiques. On parle d'une taille qui pourrait alimenter une petite éolienne. Une taille si impressionnante qu'elle était probablement enregistrée sur l'échelle RTOR. Toutes les 30 secondes, comme un soupir mécanique. C'était comme assister à un congrès de ballons dégonflés. Vers 11 heures, le coup de fil a commencé. Et pas n'importe lequel, des appels sur haut-parleur. Parce qu'apparemment, Clara voulait s'assurer que j'entende tous les détails sanglants de ses préparatifs de retrouvailles. Entre en scène Simon, l'homme du moment, dont la voix ressemblait à ce qui se passerait si sans Papé décidait de se mettre au karaoké. Sérieusement, ce type avait l'air de se gargariser avec du gravier et de le chasser avec des cigarettes depuis près de 40 ans. Bébé. Simon a rauquement crié dans le haut-parleur et je jure devant Dieu que j'ai failli m'étouffer avec ma bière. Bébé. Cette femme a 42 ans, a des pas de doigts et considère les pantalons de yoga comme décontractés, et ce Roméo bouché de canalisation l'appelle bébé. J'attends ce moment depuis si longtemps. Nous pourrons enfin être ensemble comme nous étions censés l'être. La réponse de Clara était le summum du drame adolescent. Oh, Simon, je n'aurais jamais dû le laisser me convaincre de rester. J'ai gâché tant d'années. À la façon dont elle le disait, on aurait pu croire que je la tenais en otage avec une arme au lieu de, vous savez, lui assurer un train de vie confortable de classe moyenne et de me souvenir de son anniversaire la plupart du temps. Mais voilà le hic. Pendant qu'elle est là-haut en train de faire sa crise émotionnelle, je suis en bas en train de faire des calculs de tête. Voyez-vous, Clara n'a jamais été très douée avec les chiffres. Zut, elle était incapable de tenir un chéquier même avec des instructions et des roulettes. Alors, quand elle a commencé à parler de ce qu'elle allait emporter, j'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. La symphonie des valises a continué pendant 1 heure. Plus de coups, plus de soupirs, plus de conversations téléphoniques avec Simon qui m'ont donné envie d'investir dans un casque anti-bruit. À un moment, elle a traîné ce qui ressemblait à notre placard entier sur le sol. Je suis presque sûr qu'elle essayait de ranger des vêtements qui ne lui allaient plus depuis l'administration Clinton, mais bon, l'optimisme est une belle chose. Vers minuit, Clara a fait son entrée remarquée dans le couloir. Elle a enfilé ce que je ne peux décrire que comme sa tenue de revanche. Vous savez, le genre de tenue que les femmes portent quand elles veulent que leurs ex réalisent ce qu'elles ratent. Un jean moulant qui faisait de son mieux dans des circonstances difficiles. Un haut de taille trop optimiste et assez de maquillage pour une petite production théâtrale. Elle s'est arrêtée juste devant moi, ses valises la flanquant comme des soldats fidèles, et a lancé ce qu'elle pensait clairement être son moment de lâcher de micro. Je crois que je vais enfin avoir la moitié de tout. Son sourire narquois était quelque chose d'extraordinaire. C'était le genre de sourire narquois qu'on voit sur le visage des gens juste avant de se rendre compte qu'ils se sont fait avoir ou juste avant de découvrir que leur billet de loterie est un faux. Elle rayonnait pratiquement d'autosatisfaction, comme si elle avait résolu le problème de la faim dans le monde et découvert le secret de la jeunesse éternelle en une nuit. Je me suis simplement adossé à ma porte, les bras croisés, et je l'ai regardée savourer ce qu'elle pensait être son moment de triomphe. Dans ma tête, j'avais déjà 3 coups d'avance aux échecs, tandis qu'elle essayait encore de comprendre les dames. La moitié de tout. Oh, ma douce Clara. La moitié de ce qu'on imagine existait. Le truc, c'est que Clara avait cette adorable manie de croire qu'elle comprenait les choses sans les lire. Comme lorsqu'elle a signé notre contrat post-nuptial en 2016, elle a juste griffonné son nom en pointillé parce que je lui avais dit que c'était juste des papiers pour nous protéger toutes les deux. Elle n'a jamais pris la peine de lire les petits caractères, n'a jamais demandé la signification des clauses spécifiques, ne s'est jamais demandé pourquoi je m'intéressais soudainement autant aux documents juridiques. Elle pensait obtenir la moitié d'une maison, la moitié de nos économies, la moitié de nos investissements. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle détenait de l'argent du Monopoly et qu'elle pensait avoir gagné à la loterie. La maison avait déjà été transférée à Maurice Holdings LLC il y a 3 mois, quand elle a commencé à sortir tard avec ses amis. Le véhicule de la flotte automobile depuis la semaine dernière. Le compte épargne qui l'emballait tant. Disons que Simon est sur le point de découvrir que sa sugar mama est au régime. Mais je n'allais pas gâcher la surprise. Pas encore. Clara était tellement occupée par son propre drame qu'elle n'avait même pas pris la peine de vérifier si le théâtre était ouvert. Elle jouait Shakespeare devant une salle vide et les critiques allaient être absolument cinglantes. Du coup, je suis resté planté là, à la regarder filer sa vie dans des valises dépareillées, à l'écouter faire des plans avec un type qui semblait fumer depuis sa naissance, et à me dire que parfois, la meilleure vengeance,
c'est de regarder quelqu'un creuser sa propre tombe avec le sourire. Vous savez, ce moment au cinéma où le méchant révèle enfin son plan et où le héros réalise qu'il s'est fait avoir dans un festival de bluegrass? Imaginez. Sauf que je suis à la fois le méchant et le héros, et Clara s'est enfuie dans le soleil couchant, persuadée d'avoir gagné au loto, alors qu'en réalité, elle tient une poignée de papier toilette. Le Uber a quitté notre allée à minuit 47 précise. Oui, j'ai vérifié, car le timing est primordial dans ce milieu, et la vengeance est un vrai business. La silhouette de Clara était visible à travers la lunette arrière, probablement en train d'envoyer un texto à Simon pour lui raconter comment elle s'était enfin échappée et comment ils pourraient commencer leur nouvelle vie ensemble. En plissant les yeux, je pouvais presque voir les symboles du dollar flotter dans ses yeux. Ai-je pleuré? Me suis-je servi un whisky bien fort et ai-je regardé dramatiquement par la fenêtre, comme un protagoniste au cœur brisé dans un film de Nicholas Sparks? Absolument pas. Je suis allé directement dans mon bureau. Vous savez, cette pièce que Clara appelait toujours mon ennuyeux donjon de paperasse, car elle n'était pas décorée de coussins et de citations inspirantes sur la vie, le rire et l'amour. La boîte noire m'attendait sur l'étagère, posée là, comme un prédateur patient. Pas vraiment noir. C'est en fait un élégant coffre-fort ignifuge argenté qui a coûté plus cher que le prêt de voiture de Clara. Mais je l'ai appelée ma boîte noire, car, comme dans les avions, elle contenait toutes les données importantes qui compteraient quand tout irait mal. J'ai sorti l'ordinateur portable, pas mon habituel, remarquez, mais celui que Clara prenait pour mon ordinateur de travail. Elle ignorait totalement que cet appareil était connecté à plus de comptes que la liste de Noël d'un banquier suisse. Un clic et j'étais connecté au portail de Maurice Holdings LLC. Un autre clic et notre maison était officiellement transférée de Michael et Clara Peterson à Maurice Holdings LLC. Il y a 3 mois, Clara avait toujours pensé que mon obsession pour la paperasse n'était qu'une de mes bizarreries, comme ma façon de classer l'étagère à épices par ordre alphabétique ou d'insister pour plier correctement les draus. Elle levait les yeux au ciel chaque fois que je rapportais un autre document juridique, un autre contrat, un autre formulaire à signer. Encore des trucs d'affaires ennuyeux, disait-elle, signant où je pointais sans lire un mot. Elle pensait que les classeurs étaient ma version de la philatélie. Elle pensait que le coffre-fort était juste le fruit de ma paranoïa face à l'usurpation d'identité. Elle pensait que tous ces appels téléphoniques tard le soir avec des avocats concernaient mon activité de consultante. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais discrètement construit une forteresse conçue spécialement pour la trahison, et qu'elle m'aidait à stocker les munitions. La beauté résidait dans les détails. Voyez-vous, quand on est marié à quelqu'un depuis 14 ans, on apprend ses habitudes. On sait que Clara signe la première et ne pose jamais de questions. On sait qu'elle vous fait confiance pour gérer les détails ennuyeux, car les chiffres lui donnent mal à la tête et le jargon juridique l'endort plus vite que Nikhil. On sait qu'elle acceptera n'importe quoi si on le présente comme la protection de notre famille ou la planification de l'avenir. Alors, quand j'ai commencé à parler de protection des actifs il y a 3 ans, Clara était totalement partante. Quand je lui ai expliqué que transférer tout dans une SARL nous ferait économiser des impôts, elle m'a pratiquement poussé chez l'avocat. Quand j'ai suggéré que le contrat post-nuptial ne servait qu'à mettre à jour notre planification financière, elle l'a signé en regardant Real Housewives et en mangeant de la glace directement dans la boîte. D'un autre clic, la voiture était officiellement déclarée véhicule de la flotte de l'entreprise. Cette petite BMW qu'elle aimait tant. Celui qu'elle pensait faire partie de son nouveau départ. Des biens de l'entreprise désormais, avec géolocalisation et suivi de l'utilisation. Imaginez-la essayant d'expliquer à sa compagnie d'assurance pourquoi son cadeau d'anniversaire appartenait soudain à une entité avec plus de paperasse que le Pentagone. Les comptes bancaires étaient les suivants. Des comptes joints. Quels comptes joints? D'après les documents signés par Clara en 2016, tout m'a été transféré automatiquement à la rupture du mariage. C'est le jargon juridique pour dire qu'on s'enfuit avec son ex. Au cas où vous vous poseriez la question, nos économies, nos placements, même ce petit fonds d'urgence qu'elle se croyait si astucieuse de cacher sous son nom de jeune fille. Tout cela circulait maintenant par des canaux dont elle ignorait l'existence. Je me suis adossé à mon fauteuil, faisant craquer mes articulations comme un pianiste se préparant pour un concert. L'écran montrait compte après compte, propriété après propriété, tous transférés avec soin et légalement à l'abri des balles. Clara pensait toucher la moitié de tout. Elle touchait la moitié de rien, ce qui, la dernière fois que j'ai vérifié, ne faisait toujours rien. Mais je ne suis pas complètement insensible. Je lui ai laissé son compte Netflix. Enfin, je suis froide, pas cruelle,
et tout le monde mérite d'avoir accès à des documentaires sur des faits divers et à des émissions de pâtisserie britanniques. De plus, elle allait avoir besoin de regarder quelque chose pendant qu'elle se rendait compte de son erreur de calcul spectaculaire. Les cartes de crédit étaient un cas intéressant, une étude de cas et une lecture sélective. Clara utilisait les cartes communes depuis des mois, accumulant ce qu'elle pensait probablement être une dette conjugale que nous partagerions en deux. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces cartes étaient liées à des comptes qui sont devenus miens desquels a décidé de jouer à la maison avec Simon. Chaque dîner romantique, chaque nouvelle tenue, chaque petit cadeau pour son petit ami, tout était débité sur des cartes qui allaient devenir sa responsabilité personnelle. J'ai sorti le tableur que je tenais. Appelez ça mon suivi des dépenses liées à l'infidélité. $237 chez Victoria's Secret il y a 3 semaines. De la lingerie que je n'avais jamais vue. $185 dans ce restaurant chic du centre-ville. Débité un mardi alors qu'elle m'avait dit qu'elle travaillait tard. $89 chez le fleuriste, des fleurs qui n'ont jamais été livrées. Le plus beau, c'est qu'elle documentait sa propre liaison avec notre carte de crédit commune. C'était comme regarder quelqu'un rédiger sa propre lettre de condamnation et la remettre au procureur avec un ruban dessus. J'ai parcouru quelques écrans supplémentaires, vérifiant à 2 reprises le cadre juridique que j'avais mis des années à construire. Acte de fiducie, contrat d'exploitation de SARL, transfert de propriété, désignation de bénéficiaire, tout cela interconnecté comme une toile d'araignée conçue pour attraper une mouche bien précise. Clara disait toujours que j'étais trop méthodique, trop prudent, trop obsédé par les plans d'urgence. Elle avait raison, bien sûr, mais elle n'a jamais compris qu'être méthodique n'est pas un défaut. C'est un super pouvoir, surtout quand on est marié à quelqu'un pour qui la planification à long terme se résume à consulter la météo. L'écran de l'ordinateur portable reflétait mon visage tandis que je fermais la dernière fenêtre. 23 ans de préparation au mariage, 14 ans de mariage et environ 6 mois de préparation au divorce, tout cela culminant en ce moment. Clara était probablement blottie contre Simon en ce moment, planifiant leur avenir avec un argent qui n'existait que dans son imagination. Le matin arriva comme un cadeau des dieux de la vengeance, avec le soleil, le chant des oiseaux et la douce satisfaction de savoir que quelque part à l'autre bout de la ville, Clara se réveillait probablement dans les bras de Simon, persuadée d'avoir réussi le casse du siècle. Elle ignorait qu'elle venait de me tendre la preuve irréfutable, de l'envelopper dans un ruban et de poser pour des photos avec. J'étais assise à ma table de cuisine chez moi, à boire mon café dans ma tasse préférée, quand j'ai décidé de consulter les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas du genre à surfer sur Facebook à 7 heures du matin, mais quelque chose me disait que Clara avait peut-être des annonces à faire. Appelez ça de l'intuition. Appelez ça connaître votre ennemi. Appelez ça comme vous voulez. J'appelle ça le matin de Noël. Et voilà. Publié à 23h47 la veille. Une image qui valait plus que 1000 mots. Elle valait environ un demi-million de dollars de dommages et intérêts. Mais qui compte? Clara et Simon trinquaient au champagne dans ce qui ressemblait à un restaurant chic du centre-ville. Son sourire était radieux. Le sien, lui, semblait avoir gagné au loto, et l'horodatage de cette photo allait devenir le selfie le plus cher de l'histoire de leur relation. La légende disait, le véritable amour finit toujours par revenir. Redar #nouveau commencement #véritable amour #enfin. J'ai failli cracher du café sur mon ordinateur portable, et pas parce que c'était du mauvais café. J'ai tellement ri que j'ai commencé à m'étouffer. L'horodatage. Magnifique preuve numérique incriminante. 20h23. Laissez-moi vous l'expliquer. 20h23. Le même jour, Clara prétendrait plus tard avoir pris la décision spontanée de me quitter pendant notre dîner d'anniversaire. Notre dîner d'anniversaire a commencé à 21h15. Clara portait un toast à son véritable amour 1 heure avant même de s'asseoir pour me dire qu'elle ne m'avait jamais aimé. Elle célébrait son évasion alors que le saumon nageait encore dans l'enfer d'élevage d'où il venait. Ce n'était pas une révélation soudaine pendant le dîner. C'était un homicide relationnel prémédité, et elle a simplement posté l'arme du crime sur Instagram pour que le monde entier la voie. J'ai fait une capture d'écran de cette photo plus vite qu'un adolescent essayant d'immortaliser les drames des célébrités avant qu'ils ne soient supprimés. Puis j'ai fait une capture d'écran de les métadonnées, l'horodatage, et même l'étiquette de localisation qui indiquait qu'ils étaient chez Romano, le même Romano qui se trouvait à environ 6 pâtés de maison de chez nous, où Clara faisait ses courses depuis 3 mois. Mais attendez, ça s'améliore. Car, alors que j'étais assis là, à m'émerveiller de la capacité spectaculaire de Clara à s'autodétruire,
j'ai remarqué autre chose sur la photo. Simon porte une montre que je n'avais jamais vue auparavant. Une Rolex rutilante qui ne faisait certainement pas partie de sa collection lorsqu'il était marié à sa première femme. Et Clara porte un nouveau collier qui semble étrangement cher pour quelqu'un qui prétend qu'on doit resserrer notre budget ces derniers temps. J'ai zoomé sur cette photo comme si j'analysais le film Zapruder. Ce collier devait valoir au moins $2000, peut-être 3. Et à moins que Simon n'ait soudainement trouvé du pétrole ou gagné à la loterie, je voyais des bijoux achetés avec l'argent du mariage. Mon argent du mariage. Clara n'avait pas seulement trompé mon mari. Elle avait financé sa liaison avec notre carte de crédit commune, puis en avait publié la preuve sur réseaux sociaux. C'était comme regarder quelqu'un braquer une banque, diffuser l'escapade en direct, puis taguer le FBI dans la vidéo. J'avais déjà vu des gens prendre de mauvaises décisions, mais Clara établissait de nouveaux standards en matière d'auto-sabotage spectaculaire. J'ai sorti l'accord post-nuptial. Vous savez, ces papiers ennuyeux que Clara avait signés en regardant Netflix 3 ans plus tôt. Article 9, section B, sous-section 2. Toute preuve d'abandon prémédité, y compris, mais sans illimité, une relation amoureuse avec des tiers avant la séparation officielle, constitue un motif de confiscation totale des biens et des biens du couple. Abandon prémédité. C'est ainsi que les avocats appelaient cela lorsqu'on planifie sa sortie tout en jouant à la maîtresse de maison. Et grâce au besoin de Clara de documenter chaque instant de sa vie comme si elle était une sorte d'influenceuse relationnelle, j'avais maintenant la preuve irréfutable qu'elle préparait cette décision spontanée depuis des mois. J'ai envoyé la capture d'écran à mon avocat avec pour objet, cadeau de Noël avant l'heure. Puis je me suis assis et je me suis demandé comment j'allais expliquer à notre fille que sa mère avait en quelque sorte signé son propre arrêt de mort financier avec un selfie au champagne. Ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont éternels. Même si Clara supprimait la publication, ce qu'elle ne ferait pas, trop occupée à savourer l'attention de ses amis, à commenter des trucs comme « Vas-y, ma belle, il était temps ». J'avais les captures d'écran. J'avais les métadonnées. J'avais des preuves à faire pleurer de joie Perry Mason. J'ai commencé à parcourir les publications récentes de Clara, car pourquoi s'arrêter à une seule preuve quand on peut monter un dossier complet? Il y a 2 semaines, soirée entre filles avec une photo d'elle et de son ami Michel dans un bar. Sauf que Michel n'était pas sur la photo. Simon était assis en arrière-plan, essayant d'avoir l'air décontracté, tandis que Clara posait avec un cocktail qui coûtait probablement plus cher que le déjeuner de la plupart des gens. Il y a 3 semaines, je me faisais plaisir parce que je le méritais. Avec une photo de sac de courses de 3 magasins différents, tous débités. Sur notre carte de crédit commune, le jour où elle m'a dit qu'elle rendait visite à sa tante malade à Riverside. Tante Patricia, soit dit en passant, était morte depuis 2 ans. Les preuves s'accumulaient comme neige au soleil. Dans un blizzard. Clara n'avait pas seulement trompé. Elle avait créé un documentaire sur le sujet, avec horodatage, données de localisation et relevés financiers. On aurait dit qu'elle avait confondu adultère et marketing d'influence et qu'elle avait décidé de bâtir sa marque autour de la trahison. J'ai fait défiler la page jusqu'aux commentaires sur la photo au champagne. Michel avait écrit, finalement, j'en avais marre de garder ce secret, lol. Vous êtes parfaits ensemble, suivi immédiatement par, oups, ne me dénoncez pas à, effacer ce visage avec des larmes de joie. Ne me dénonce pas, ces 3 petits mots valaient leur pesant d'or. Michel n'était pas seulement une amie au courant de la liaison. C'était une participante active, une complice qui aidait Clara à brouiller les pistes depuis des mois. Et voilà qu'elle venait de l'admettre par écrit, sur une plateforme publique, sous son vrai nom. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai fini mon café, savourant à la fois le goût et l'instant. Clara pensait jouer dans une comédie romantique où la femme incomprise trouve enfin le grand amour. En réalité, elle avait créé un thriller judiciaire où elle jouait à la fois l'accusé et le témoin vedette de l'accusation. Si vous avez déjà vu un de ces drames juridiques où l'avocat vedette arrive au tribunal vêtu d'un costume à $1000 et avec une attitude à couper le souffle, vous comprendrez la suite. Clara avait apparemment décidé qu'elle avait besoin d'une représentation professionnelle pour sa petite expédition de prospection. Et elle a choisi un gagnant. Tyler Preston m'a appelé à 10h30 précise, car apparemment, même les avocats spécialisés en divorce ont de programmer leur tactique d'intimidation autour des pauses café. Sa voix résonnait au téléphone comme s'il s'y était exercé devant le miroir pendant des années, douce comme un vieux whisky, assuré comme un joueur de poker avec 4 A et aussi fausse qu'un billet de $3. Monsieur Peterson, ronronna-t-il,
et je l'entendais presque ajuster ses menottes dans le combiné. Je m'appelle Tyler Preston et je représente votre femme dans cette affaire. Je vous appelle par courtoisie professionnelle pour vous informer que nous allons demander un partage équitable de tous les biens matrimoniaux. Partage équitable. Je devais lui reconnaître le mérite de cette terminologie sophistiquée. Ça sonnait tellement mieux que « on veut la moitié de vos biens », ce qu'il voulait dire. Ce type facturait clairement à la syllabe. Je suppose que vous avez engagé un avocat, a poursuivi Tyler. Et j'entendais des papiers se bousculer en arrière-plan. Probablement son contrat de location pour cette BMW qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais bon, l'image est primordiale dans le monde juridique. Pas encore, ai-je dit, d'une voix aussi neutre que la Suisse en temps de guerre. Je suis encore en train de digérer toute cette situation. C'était le signal pour Tyler de se lancer dans ce que je ne peux que décrire comme son discours d'intimidation. Vous savez le genre. Un jargon juridique à gogo pour faire se sentir stupide et effrayer les gens ordinaires. Il a lancé des expressions comme « règlement substantiel »,« litige agressif » et « protection des intérêts de mon client », comme s'il auditionnait pour un rôle dans un film de John Gisha. Maintenant, je comprends que les émotions soient à vif. Élevé, dit Tyler d'une voix faussement compatissante, mais je tiens à ce que vous sachiez que mon client est prêt à être raisonnable. Nous ne cherchons pas à vous laisser sans ressources, maître Peterson. Nous voulons simplement ce qui est juste. Juste ? C'est un mot amusant venant d'un homme qui représente une femme qui planifiait sa sortie tout en payant des dîners romantiques sur la carte de crédit commune. Mais je le laisse parler, car parfois, la meilleure stratégie est de laisser son adversaire croire qu'il gagne alors qu'il creuse sa propre tombe avec une pelle en or. Tyler n'arrêtait pas de parler des contributions de Clara au mariage, de son droit à la sécurité financière et de leur volonté de négocier de bonne foi. C'était comme écouter un vendeur de voitures d'occasion expliquer pourquoi cette Honda de 2003 avec 320 000 km était en fait une aubaine à 15 000 $. Je vois, dis-je lorsqu'il reprit enfin son souffle. Et je suppose que vous avez examiné tous les documents pertinents. Bien sûr, répondit Tyler, et je le voyais bien redresser sa cravate. Nous avons mené une analyse approfondie de la situation. Patrimoine matrimonial. Ma cliente m'a fourni des informations financières complètes. Des informations financières complètes de Clara, la femme qui pensait qu'un budget était une préoccupation pour les autres et qui m'avait un jour demandé si nous pouvions déduire nos vacances de notre budget parce qu'elles étaient instructives. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Eh bien, j'ai dit, je suppose que je devrais vous envoyer le dossier complet pour que vous puissiez tout examiner attentivement. C'est là que j'ai fait quelque chose de magnifique. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti le dossier intitulé « Les plus grands succès de Clara » et j'ai commencé à joindre des documents à un email. Le contrat post-nuptial avec la signature de Clara sur chaque page. Les documents de transfert de SARL qu'elle avait signés en regardant The Bachelor. Les documents de constitution de fiducie qu'elle avait paraffés lors d'une séance de binge-watching sur Netflix. Le selfie au champagne avec métadonnées d'horodatage. Les relevés de cartes de crédit montrant des achats chez Romano tous les mardis pendant 3 mois. Le commentaire compromettant de Michel sur Facebook concernant le secret professionnel. Mais le clou du spectacle, c'était la vidéo de surveillance bancaire que j'avais demandée 3 semaines auparavant, montrant Clara et Simon ensemble au distributeur automatique, utilisant notre compte joint pour retirer de l'argent pour ce que l'horodatage révélait être, le même jour que leur célébration romantique au champagne. Clara déposant des chèques à notre nom tous les deux sur un compte auquel Simon avait accès. Tout un défilé de preuves magnifiques et incriminantes qui ont dressé un tableau plus clair qu'un téléviseur 4K. J'ai tout joint à un seul email et j'ai appuyé sur envoyer. La ligne d'objet disait « Compléter la documentation financière comme demandé ». Tyler devait s'attendre à la collection habituelle de relevés bancaires et d'actes de propriété qui accompagnent un divorce standard. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est une bombe nucléaire légale avec les empreintes digitales de son client partout sur le détonateur. J'ai attendu et attendu. Le silence s'étendait comme un mauvais film à suspense, et je pouvais pratiquement entendre le cerveau de Tyler traiter ce qu'il regardait. 6 minutes et 37 secondes de silence magnifique et parfait pendant que l'avocat de Clara se rendait compte que son client venait de lui remettre un dossier qui était moins slam dunk et plus claquant dans un mur de briques. Lorsque Tyler a rappelé, la douce confiance avait disparu. Sa voix craquait comme celle d'un adolescent demandant à quelqu'un d'aller au bal de promo, et je jure que je pouvais l'entendre desserrer sa cravate. Monsieur Peterson, balbutia-t-il. Mon Dieu, qu'est-ce que tu lui as dit hier ?
La vérité, ai-je répondu, savourant chaque syllabe. Je lui ai dit que le saumon était trop cuit. Vous auriez pu entendre une épingle tomber. Tyler regardait probablement son écran d'ordinateur, regardant son salaire facile s'évaporer plus vite que l'eau dans la vallée de la mort. Il examinait des preuves si complètes, si solides, si parfaitement documentées que même un étudiant en droit de première année pourrait gagner cette affaire. Ils ont dit la vérité, répéta Tyler. Et je pouvais pratiquement le voir fouiller dans les papiers, probablement à la recherche d'une échappatoire, d'un détail technique, d'un je vous salue Marie qui pourrait sauver son client de l'anéantissement financier complet. C'est vrai, dis-je. La vérité sur le saumon, la vérité sur sa liaison, la vérité sur la fête au champagne qu'elle a postée sur Instagram 1 heure avant notre dîner d'anniversaire. Et la vérité sur chaque signature contrefaite, chaque transaction cachée et chaque mensonge qu'elle a raconté au cours des 6 derniers mois. La ligne redevint silencieuse. J'imaginais Tyler calculant combien d'argent il avait déjà dépensé pour ça. L'affaire par rapport au montant qu'il était susceptible de percevoir une fois l'affaire terminée. Le calcul ne jouait probablement pas en sa faveur. Monsieur Preston, dis-je après un moment. Tu es toujours là. Oui, dit-il d'une voix croulante, comme s'il avait besoin d'une boisson très forte. Oui, je dois consulter mon client. Prenez votre temps, lui ai-je dit joyeusement. Mais vous pourriez lui suggérer de trouver un bon thérapeute au lieu d'un bon avocat, car à ce stade, la seule chose qu'elle va partager équitablement, ce sont les remboursements de ses dettes. Cliquez. Si vous avez toujours voulu assister à l'effondrement de la vision du monde de quelqu'un en temps réel, pourrais-je vous suggérer de regarder votre future ex-femme essayer d'accéder à des comptes bancaires qui ne reconnaissent plus son existence? C'est comme regarder quelqu'un essayer d'utiliser une cassette VHS dans un Blu-ray. Techniquement, ce sont 2 films, mais bonne chance pour que ça marche. Clara est arrivée à la First National Bank jeudi à exactement 14h15, 3 jours après sa sortie dramatique et probablement environ 48 heures après que Tyler Preston ait annoncé la mauvaise nouvelle concernant ses perspectives juridiques. Je me suis pavané à travers ses vitres portes comme si elle était propriétaire de l'endroit, ce qui était ironique étant donné qu'elle était sur le point de découvrir qu'elle ne possédait plus grand-chose. Elle était habillée dans ce que je peux seulement supposer qu'elle était une tenue de femme d'affaires sérieuse. Vous savez, le genre de réaction qui crie « J'ai regardé le Gali blonde et j'ai cru que c'était un documentaire ». Elle se dirigea droit vers Jennifer, la pauvre caissière qui avait eu le malheur d'être de garde lors du réveil financier de Clara. Jennifer faisait partie de ces gentilles grand-mères qui tricotaient probablement des écharpes pour les chats errants pendant leur temps libre et n'avaient jamais eu affaire à quelque chose de plus dramatique que quelqu'un déposant un chèque à l'envers. « Je dois transférer des fonds de notre compte commun », annonça Clara, glissant sa carte d'identité sur le comptoir comme si elle faisait un trafic de drogue. Je le clôture et j'ouvre un nouveau compte pour moi-même. Jennifer a souri de ce sourire poli de caissier de banque et a commencé à taper sur son ordinateur. Puis elle s'arrêta, plissa les yeux vers l'écran, tapa encore, s'arrêta encore. Le sourire commençait à paraître un peu tendu sur les bords. Je suis désolé, Jennifer, dit sa voix avec ce ton spécial que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer une nouvelle qui va gâcher la journée de quelqu'un. Je ne vois plus votre nom sur ce compte. La réaction de Clara était apparemment quelque chose à voir. Selon Thomas, son visage présentait plus d'expression qu'un mime en crise. La confusion, l'incrédulité, la colère et enfin cette sorte particulière de rage qui vient uniquement du fait de réaliser que vous avez été dominé par quelqu'un que vous pensiez trop ennuyeux pour attacher ses propres chaussures. Vérifiez encore, demanda Clara, sa voix s'élevant sur environ 3 octaves. C'est un compte joint. Je m'appelle Clara Peterson et ce compte est ouvert depuis 14 ans. Pauvre Jennifer, bénit son cœur, a vérifié encore et probablement une 3e fois juste pour s'assurer qu'elle ne manquait pas quelque chose. Mais l'ordinateur ne ment pas, et l'ordinateur était très clair sur qui possédait quoi. Y a-t-il un problème pour lequel je peux aider, demanda Thomas, connaissant probablement déjà la réponse, mais suivant le protocole bancaire comme le bon soldat qu'il était. Clara se lança dans son explication sur les comptes conjoints et 14 ans de mariage et comment il devait y avoir une erreur informatique parce que c'était impossible, sa voix devenant plus haute et plus frénétique à chaque mot. Assister à leur première banque en direct vol. Thomas hocha la tête avec sympathie, lui demanda sa carte d'identité et disparut dans son bureau. Il est revenu avec un dossier en papier cartonné qui aurait tout aussi bien pu être le certificat de décès de Clara car il contenait des documents qui étaient sur le point d'enterrer son avenir financier 6 pieds sous terre. Il a fait asseoir Clara à son bureau, vous savez,
celui avec le faux avec des céréales et le calendrier de motivation que personne ne lit réellement. Puis il ouvrit ce dossier et en sortit des papiers portant la signature de Clara, comme un annuaire d'adolescent. Madame Peterson, dit Thomas de cette voix douce qu'il utilisait probablement pour dire aux gens que leur prêt avait été refusé. D'après ces documents, vous avez transféré tous les droits sur ce compte à votre mari en 2016. Le transfert était conditionnel, s'activant à l'abandon de la relation conjugale. Il fit glisser les papiers sur le bureau et Clara les regarda comme s'ils étaient écrits en ancien sans rien. Sa propre signature était là, claire comme le jour, à côté des clauses qui expliquaient exactement ce qui se passerait si elle décidait de jouer à la maison avec quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas, balbutia Clara, ce qui était probablement la première chose honnête qu'elle disait depuis des mois. Cela ne peut pas être légal. Je n'ai jamais accepté cela. Thomas, toujours professionnel, montra sa signature, puis le sceau du notaire, puis la date, qui datait certainement de 2016, à l'époque où Clara pensait que les documents juridiques n'étaient qu'une autre forme de devoir qu'elle pouvait ignorer. Je crains que tout soit correctement exécuté et notifié, a expliqué Thomas. Celles-ci ont été déposées auprès de l'État et sont en vigueur depuis plusieurs années. Le transfert de compte a été déclenché automatiquement lorsque vous avez établi votre résidence ailleurs. Résidence établie ailleurs. C'était le langage des banquiers pour baiser avec ton petit ami. Mais Thomas était trop poli pour le dire en termes simples. Le visage de Clara passa par une autre série d'expressions, cette fois s'installant sur quelque chose entre la nausée et l'incrédulité. Elle regardait ses papiers comme s'ils allaient s'enflammer spontanément si elle les regardait assez attentivement. « Mais qu'en est-il de mon argent » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Thomas consulta son écran d'ordinateur et porta le coup de grâce avec l'enthousiasme de celui qui lit une liste d'épicerie. Selon nos dossiers, il n'y a aucun compte à votre nom dans cette institution. Le compte joint a été clôturé et transféré conformément à l'accord signé. C'est à ce moment-là que Clara a apparemment perdu le calme qui lui restait. Elle a commencé à discuter des avocats et des droits et du fait que cela devait être illégal d'une manière ou d'une autre. Elle a exigé de parler au manager de Thomas, puis au manager de son manager, puis probablement au président de la banque et au fantôme d'Alexander Hamilton, s'ils avaient été disponibles. Mais ce qu'il y a de bien avec les banques, c'est qu'elles ne se soucient pas de vos sentiments. Ils se soucient des signatures, des dates et des documents juridiques. Et toutes ces choses étaient alignées contre Clara comme un peloton d'exécution à l'aube. Thomas lui proposa un verre d'eau, probablement parce qu'elle commençait à avoir l'air de s'évanouir. Elle aurait dû demander quelque chose de plus fort parce que l'eau n'allait pas aider pour la suite. Y a-t-il autre chose que je puisse vous aider aujourd'hui ? Thomas a demandé, ce qui était le langage d'un banquier, s'il vous plaît, partez avant de faire davantage de scènes. Clara restait assise là à regarder les papiers qui portaient sa propre signature. Je me demande probablement comment quelqu'un pourrait être assez stupide pour renoncer à son avenir financier tout en regardant la télé-réalité. La réponse, bien sûr, était très simple, surtout lorsque vous faites confiance à quelqu'un que vous jugez trop ennuyeux pour être dangereux. Vous savez ce qu'ils disent à propos des hypothèses. Ils se moquent de toi et moi. Mais dans le cas de Clara, ils ont juste fait d'elle une conne, ce qui était honnêtement plus divertissant pour toutes les personnes impliquées. Après son échec spectaculaire à la banque, Clara a apparemment décidé de se retirer dans son petit nid d'amour avec Simon, pensant probablement qu'elle penserait ses blessures en privé et réfléchirait à sa prochaine action. Dommage que j'avais déjà compris ses 10 prochains mouvements et que je m'étais préparé en conséquence. D'après mes sources, et oui, j'ai des sources car 14 ans de mariage apprend à cultiver les réseaux d'information comme un agent à rabais de la CIA. Clara s'est présentée à l'immeuble de Simon vers 16h30. Comme si elle avait été heurtée par un camion financier conduit par Karma elle-même. L'appartement se trouvait dans l'un de ces complexes branchés du centre-ville qui s'efforcent vraiment d'être luxueux, mais qui finissent par ressembler à un dortoir universitaire glorifié avec un meilleur éclairage. Vous connaissez le genre. Des murs en briques apparentes, des installations industrielles et des prix de loyer qui vous font vous demander si le propriétaire pense qu'il loue un espace sur la station spatiale internationale. Clara a monté 3 étages parce que, bien sûr, Simon vivait dans un immeuble sans ascenseur, probablement pour rester les pieds sur terre ou pour une autre absurdité philosophique qui signifiait simplement qu'il ne pouvait pas se permettre l'ascenseur en bas de la rue. Elle portait ce qui ressemblait à un sac de voyage et arborait le genre d'expression de défaite que l'on voit sur le visage des gens lorsqu'ils réalisent que leur billet de loterie est à un numéro. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que tandis que Clara s'approchait de la porte de l'appartement 3B,
la porte qui était censée représenter son nouveau départ, elle a remarqué quelque chose qui lui a probablement fait tomber le ventre plus vite qu'un ballon de plomb dans un concours de gravité. Là, collé sur la porte comme un phare jaune vif de malheur, se trouvait un avis officiel. Pas un bon de livraison de colis, pas un mot d'un voisin, mais un de ces documents légaux qui font monter la tension rien qu'en existant. Avis de libération des lieux ** bail résilié pour non-paiement ** le locataire doit quitter les lieux dans les 48 heures ** sur ordre de Megawatt Property LLC ** Megawatt Property LLC. Ces trois petites lettres qui auraient tout aussi bien pu être ma signature sur l'avis d'expulsion de Clara, car devinez à qui appartenait l'immeuble? Devinez qu'il avait acheté il y a 6 mois via une société écran, alors que Clara était occupée à planifier son escapade romantique? C'est vrai, votre garçon Michael jouait aux échecs en 3 dimensions pendant que Clara essayait encore de comprendre les dames. Clara restait là à regarder cet avis comme s'il était écrit en hiéroglyphes. Elle l'a probablement lu 3 fois, espérant à chaque fois que les mots se réorganiseraient en quelque chose de moins catastrophique. Mais les documents juridiques sont ainsi tenaces. Ils ont tendance à dire exactement ce qu'ils veulent dire, surtout lorsqu'ils s'appuient sur des registres de propriété et sur une équipe juridique très approfondie. La porte s'ouvrit et Simon sortit, mâchant ce qui ressemblait à un sandwich fait de déception et de mauvais choix de vie. Il jeta un coup d'œil au visage de Clara, puis à l'affiche, puis de nouveau au visage de Clara, et on pouvait pratiquement voir les roues tourner dans sa tête à peu près à la vitesse d'un caddie cassé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Simon en désignant l'affiche comme s'il s'agissait peut-être d'une sorte de farce élaborée. Clara lui tendit le papier avec le genre de précision que les gens utilisent lorsqu'ils manipulent des explosifs réels. Simon l'a lu 1, 2 fois, puis a regardé Clara avec une expression qui suggérait que son cerveau avait du mal à traiter cette nouvelle information. « Attendez, dit Simon, sa voix portant ce ton spécial que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de poser une question à laquelle ils ne veulent vraiment pas de réponse. C'était comme découvrir que vous vous vantiez d'avoir braqué une banque qui appartenait en fait à la police. » La réponse de Clara était apparemment une masterclass et le contrôle des dégâts a mal tourné. Un malentendu qui serait dissipé dès qu'elle en parlerait à son avocat. Mais Simon ne l'acceptait pas. Son visage commençait à comprendre que la femme qu'il pensait être son ticket pour la belle vie pourrait en fait être son ticket pour la ruine financière, en supposant qu'elle était venue avec une moitié d'un bon style de vie de banlieue. Ce qui était honnêtement plutôt bien question. Dommage que la réponse ait été. Clara n'avait pas de bonne réponse à cette question. Elle a probablement marmonné quelque chose à propos de coïncidence et de malchance. Mais Simon n'était pas stupide, juste excité et gourmand, ce qui est une combinaison dangereuse, mais pas nécessairement la même chose que stupide. C'est à ce moment-là que Clara a probablement réalisé que son refuge n'était pas si sûr. L'appartement qu'elle utilisait pour un rendez-vous romantique, l'endroit où elle avait prévu de se rendre. Commencer sa nouvelle vie, le sanctuaire où elle pensait pouvoir échapper aux conséquences de ses actes, tout m'appartenait. Elle ne s'était pas échappée de la forteresse. Elle venait d'emménager dans la chambre d'amis de mon empire. Même sa rébellion se déroulait sur une propriété que je possédais en vertu de contrats de location que je contrôlais avec des dépôts de garantie et des références que je pouvais ruiner. Simon regarda à nouveau l'avis, calculant probablement combien d'argent il n'avait pas et combien de problèmes juridiques il ne pouvait pas se permettre. Voyez-le faire le calcul en trichant. Une femme, un mari en colère et un avis d'expulsion équivalent au temps nécessaire pour réduire ses pertes et s'enfuir. C'est insensé, marmonna Simon, ce qui était probablement la chose la plus précise qu'il ait dite depuis le début de tout ce désordre. Comment sommes-nous censés combattre quelqu'un qui possède tout? Clara n'avait pas non plus de réponse à cette question, car la vérité était qu'on ne peut pas combattre quelqu'un qui se prépare à la guerre pendant qu'on est occupé à prendre des selfies. Vous ne pouvez pas déjouer quelqu'un qui a 3 longueurs d'avance alors que vous essayez encore de comprendre à quel jeu vous jouez. J'imaginais Clara debout dans ce couloir, tenant son sac de voyage et regardant un avis d'expulsion portant le nom de mon entreprise. Comprenant enfin qu'il n'y avait aucune issue de secours, aucun espace sûr, aucun coin de sa vie que je n'avais pas déjà anticipé et préparé. L'immeuble, les comptes bancaires, la voiture, la maison, tout était connecté. Tout cela faisait partie d'une toile que j'avais tissée pendant des mois alors qu'elle était occupée à jouer à la maison avec un gars qui avait l'air de fumer à la chaîne depuis l'administration Carter. Il y a quelque chose de particulièrement dévastateur à voir votre propre enfant se rendre compte que l'un de ses parents est un véritable imposteur. C'est comme regarder quelqu'un découvrir que le Père Noël n'existe pas, sauf qu'au lieu de simplement gâcher Noël, cela ruine toute votre perception de quelqu'un en qui vous êtes censé avoir une confiance inconditionnelle.
Et laissez-moi vous dire que lorsque cette prise de conscience frappe une étudiante de 2e année de 18 ans qui a hérité du talent dramatique de sa mère, mais du cerveau analytique de son père, les choses deviennent très vite intéressantes. Ale m'a appelé à 21h47. Vendredi, exactement 3 jours après la découverte de l'appartement de Clara et environ 6 heures après ce que je ne peux que supposer être une conversation téléphonique mère-fille très inconfortable. Ma fille a toujours été intelligente. La liste complète des bourses d'études intelligentes du doyen pour que l'État intelligent vous voit à travers 3 États intelligents. Mais ce soir, sa voix avait ce ton particulier qui signifiait que quelqu'un était sur le point d'être éviscéré intellectuellement. Papa, dit-elle sans aucun préambule parce que Ale n'avait jamais été du genre à bavarder lorsqu'il y avait un drame à disséquer. Maman m'a appelé en pleurant comment vous avez gelé ses comptes et lui avez laissé rien. Elle dit que vous êtes vindicatif et cruel et que vous lui avez pratiquement tout volé. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil inclinable, la télécommande dans une main, la bière dans l'autre, et je me suis préparé pour ce qui allait être soit une très courte conversation, soit une très longue conversation, selon ce que Clara avait réellement dit à notre fille. Elle dit également, allez à continuer, et je pouvais entendre ce côté dangereux s'insinuer dans sa voix. Celui qu'elle avait hérité de sa mère, mais qu'elle avait appris à utiliser comme arme en me regardant. Que tu essayais de me monter contre elle et que rien de tout cela n'était de sa faute parce qu'elle avait été émotionnellement négligée dans votre mariage. Émotionnellement négligée. C'était riche venant de quelqu'un qui avait négligé émotionnellement son propre mariage en planifiant des toasts au champagne avec son ex-petite amie. J'ai pris une gorgée de ma bière et posé la question que j'attendais depuis 3 jours. Avez-vous vérifié la section 12 de l'accord post-nuptial dans votre Dropbox? Le genre de silence qui signifie que quelqu'un réfléchit très sérieusement ou accède au stockage cloud. Ale a toujours été la gardienne des documents importants de notre famille. En partie parce qu'elle était organisée, en partie parce qu'elle étudiait l'administration des affaires, et en partie parce que je me préparais à ce moment précis depuis plus d'1 an. Donnez-moi 1 minute, dit-elle, et j'entendrai taper en arrière-plan. Je le remonte maintenant. J'ai attendu, comptant les secondes et imaginant le visage de Ale alors qu'elle lisait les clauses et sous-paragraphes que sa mère avait signés sans les lire. Le poste nuptial n'était pas seulement un document juridique. C'était une feuille de route pleine de conséquences, un livre d'aventure à choix dans lequel Clara avait, sans le savoir, choisi la voie de la destruction financière totale. Saint papa. Ale respira. Et je n'ai même pas corrigé son langage parce que la situation appelait définitivement des grossièretés. Elle a signé ça. Tout cela, la clause d'abandon, les clauses d'infidélité, les accords de transfert d'actifs, chaque page que j'ai confirmée, paraphée et notarisée. Mais la voix de Ale s'est éteinte et j'ai pu pratiquement entendre son cerveau traiter les implications. Papa, ça dit en gros que si elle te trompe ou te quitte pour quelqu'un d'autre, elle perd tout. Tout. Et elle l'a signé volontairement. En regardant The Bachelor, j'ai ajouté, parce que les détails comptent, et que l'attitude désinvolte de Clara à l'égard des documents juridiques a toujours été une source de fascination pour notre fille soucieuse du détail. Il y eut une autre pause, plus longue cette fois, et quand Ale parla à nouveau, sa voix était passée de confuse à quelque chose de beaucoup plus dangereux, déçu et en colère. Papa, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Tire. Est-ce que maman t'a trompé? C'était le moment que je redoutais et que j'attendais dans une égale mesure. Ale méritait la vérité, mais la vérité allait briser les illusions qu'elle avait laissées sur sa mère. D'un autre côté, Clara avait déjà entamé cette conversation en me décrivant comme le méchant. Donc, la vérité était probablement la seule arme qui me restait. Vérifiez votre courrier électronique, lui ai-je dit. Je vous envoie quelques captures d'écran. J'ai envoyé à Ale le même dossier de preuves que j'avais envoyé à Tyler Preston. Le selfie au champagne avec horodatage, les relevés de cartes de crédit montrant des dîners romantiques pour 2, les SMS entre Clara et Michel sur la nécessité de garder des secrets et les images de surveillance bancaire de Clara et Simon au distributeur automatique. Je lui ai donné 10 minutes pour tout revoir, 10 minutes pour regarder le récit soigneusement construit de sa mère s'effondrer comme un château de cartes dans un ouragan. 10 minutes pour réaliser que tout ce que Clara lui avait dit sur la négligence émotionnelle et les maris vindicatifs n'était qu'une fiction élaborée destinée à cacher le fait qu'elle avait planifié sa stratégie de sortie tout en la finançant avec l'argent de sa famille. Quand Ale a rappelé, elle pleurait. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. Le genre de pleurs qui surviennent lorsque vous réalisez que quelqu'un que vous aimez vous ment en face depuis des mois. Papa, dit-elle en serrant les dents.
Dis-moi que tu en as plus. Plus quoi? Plus de preuves, plus de munitions, plus de moyens de s'assurer qu'elle ne puisse pas s'en sortir. C'est ma fille. Analytique, minutieuse et absolument impitoyable lorsque quelqu'un violait son sens de la justice. Je l'avais élevée pour qu'elle soit juste, mais pas naïve, confiante, mais pas stupide. Et en ce moment même, elle canalisait toutes les leçons que je lui avais enseignées sur les conséquences et la responsabilité. En fait, dis-je en ouvrant un autre dossier sur mon ordinateur portable. Il y a autre chose que vous devriez voir. Je lui ai transmis le dernier élément de preuve. Message texte entre Clara et Michel d'il y a 2 semaines, message que j'avais obtenu grâce à des méthodes tout à fait légales, mais probablement moralement discutables. Les messages étaient que Clara avait discuté de ce qui se passerait si quelque chose m'arrivait, et comment elle hériterait de tout et qu'elle partagerait de toute façon parce qu'elle a toujours été une fille à papa. Clara n'avait pas seulement prévu de me quitter. Elle avait planifié ma mort hypothétique et comptait sur la loyauté de notre fille pour lui donner accès à un héritage qui ne lui appartiendrait pas légalement. Le silence après l'envoi de ces captures d'écran était assourdissant. Quand elle parla enfin, sa voix était glaciale. Elle avait l'intention de m'utiliser. On dirait ça. Elle allait me manipuler pour que je lui donne de l'argent si tu mourais. Cela semble être le plan. Une autre pause et puis papa, je ne lui parlerai plus jamais. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. J'avais voulu que Clara subisse les conséquences de ses actes, mais je n'avais jamais voulu détruire la relation de Haley avec sa mère. Malgré tout, Clara était toujours sa maman, et certains liens sont censés être indestructibles. Haley, chérie, tu n'es pas obligée. Non, papa, l'interrompit-elle, et sa voix était toujours enveloppée de velours. Tu ne comprends pas. Elle ne t'a pas seulement trompé. Elle ne t'a pas seulement volé. Elle prévoyait de m'utiliser comme plan de secours. Elle allait manipuler mon chagrin et mon amour pour toi pour obtenir de l'argent qui ne lui appartiendrait même pas légalement. Je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. Ce n'est pas seulement te trahir, papa. Cela me trahit aussi. Et j'en ai fini. Clara avait toujours pensé que le sang était plus épais que les contrats, que la loyauté familiale l'emporterait sur la loi. Des documents et des preuves. Elle comptait sur l'amour et la confiance de Haley pour être son filet de sécurité. Il s'avère que la vérité l'emporte sur le sang et les contrats. Et vous savez ce qu'on dit sur la vengeance qui est un plat qui se mange froid? Eh bien, Simon était sur le point de recevoir un repas de 5 plats qui glaçaient dans mon congélateur légal depuis des mois. Exactement 6 jours depuis Clara sortie dramatique de notre mariage. 6 jours entiers à penser qu'il avait gagné à la loterie, décroché le jackpot et volé le prix sous le nez de l'ennuyeux mari de banlieue. Il a probablement passé ses journées à se sentir vraiment bien dans sa peau, à se promener avec cet air fanfaron qu'ont les gars quand ils pensent avoir réussi le braquage du siècle. Dommage pour Simon. En fait, il venait de tomber dans le piège juridique le plus élaboré que j'ai jamais construit, et les mâchoires étaient sur le point de se refermer sous la force de 14 années de planification minutieuse et d'environ 6 mois de préparation très spécifique. C'était mardi matin, 10h15 pour être exact, lorsque la sonnette retentit à la nouvelle adresse temporaire de Simon, un motel minable à la périphérie de la ville où il résidait depuis l'expulsion de son appartement. Le Sunset Lodge, qui semblait n'avoir pas vu de coucher de soleil ni aucune autre forme de beauté naturelle depuis l'administration Carter. Le genre d'endroit où vous payez à la semaine et essayez de ne pas trop réfléchir à ce que pourraient être ses taches sur la moquette. Simon a ouvert la porte dans ce que je ne peux qu'imaginer être sa détente dans un motel aux puces. Probablement un pantalon de survêtement avec des taches mystérieuses et un t-shirt qui avait connu des décennies meilleures. Il s'attendait peut-être au service de ménage ou à Clara avec du café et des excuses ou peut-être simplement à quelqu'un qui s'était perdu et avait besoin d'être guidé vers un endroit avec de meilleures normes d'hygiène. Au lieu de cela, il a eu Marcus Williams, serveur de processus professionnel et bodybuildé à temps partiel qui semblait pouvoir appuyer sur une petite voiture sans transpirer. Marcus portait son uniforme standard, un polo noir, un pantalon noir et une expression qui suggérait qu'il avait annoncé de mauvaises nouvelles à des gars plus durs que Simon et qu'il vivait pour en parler. Simon Reynolds? Demanda Marcus. Même s'il s'agissait en réalité plus d'une déclaration que d'une question, il savait déjà exactement qui il regardait parce que je lui ai fourni des photographies, son adresse actuelle et une description détaillée incluant la malheureuse habitude de Simon de fumer du Marlboro à la chaîne et sa tendance à porter des vêtements qui avaient renoncé à la vie. Ouais, répondit Simon, pensant probablement qu'il s'agissait d'une sorte d'appel commercial ou peut-être d'une enquête sur son expérience de motel. Qu'est-ce que tu veux?
C'est alors que Marcus sourit. Le genre de sourire qui signifiait que la journée de quelqu'un était sur le point de prendre un virage à gauche et de devenir une ville de procès. Il fouilla dans son sac messager en cuir et en sortit une enveloppe suffisamment épaisse pour étouffer un cheval et suffisamment officielle pour faire pleurer des hommes adultes. Vous avez été servi, a déclaré Marcus avec le genre de gaieté professionnelle qui vient d'années à gâcher les matinées des gens. Il tendit l'enveloppe à Simon, prit une rapide photo pour ses archives et s'éloigna en sifflotant quelque chose qui ressemblait étrangement à un autre mort la poussière. Simon se tenait là, dans l'embrasure de sa porte, tenant l'enveloppe comme si elle risquait d'exploser s'il bougeait trop vite. Un papier épais, lourd, mais lourd du poids d'une catastrophe financière imminente. À l'intérieur se trouvaient des documents judiciaires préparés avec une attention méticuleuse aux détails qui rendrait jaloux un horloger suisse. Le procès était de toute beauté. Vraiment, un chef-d'œuvre juridique qui couvrait tous les angles possibles et anticipait toutes les défenses potentielles. Peterson et Reynolds ** action civile en dommages et intérêts ** chef fraude et fausse déclaration ** compte 2 enrichissements sans cause ** compte 3 ingérences dans la propriété ** chef 4 complots en vue de frauder ** chaque chef d'accusation était étayé par des preuves qui feraient pleurer de joie un procureur le selfie au champagne qui prouvait la préméditation les messages textes entre Clara et Simon planifiant leur nouveau départ alors qu'elle était encore mariée pour moi. Les relevés de cartes de crédit montrant des dîners romantiques débités sur des comptes dont Simon savait pertinemment qu'ils n'étaient pas les siens. Les images de surveillance bancaire le montrant accédant aux distributeurs automatiques avec Clara en utilisant des cartes portant nos 2 noms. Mais le véritable joyau de la couronne était l'ingérence dans la propriété du chef d'accusation 3. Vous voyez, Simon vivait dans mon immeuble depuis 3 mois, payant un loyer à Clara plutôt qu'à la société de gestion immobilière. Clara avait collecté l'argent de son loyer et l'avait empoché alors que le loyer réel n'était pas payé, ce qui signifiait que Simon avait participé sans le savoir à un stratagème frauduleux qui portait sa signature sur les faux contrats de location. Simon a probablement lu ces documents comme un homme assistant à sa propre exécution. Chaque page était présentée d'une manière différente dans laquelle il s'était foutu. Une autre preuve qui montrait qu'il n'était pas qu'un innocent tombé amoureux de la mauvaise femme. Il avait activement participé à dépenser de l'argent qui n'était pas le sien, à vivre dans une propriété qui n'était pas disponible et à planifier un avenir financé par des actifs qui appartenaient légalement à quelqu'un d'autre. La section des dommages était particulièrement belle. Je cherchais une compensation pour chaque dollar que Clara avait dépensé pour leur relation. Chaque dîner, chaque cadeau, chaque chambre d'hôtel, chaque pièce de lingerie qui n'était jamais arrivée dans notre chambre, plus les intérêts, plus les dommages et intérêts punitifs, plus les honoraires d'avocat, plus les frais d'enquête sur leur liaison. Le total s'élevait à 347 892,16 $. Ce n'est pas exactement de la monnaie de poche pour un gars qui vivait actuellement dans un motel qui facturait probablement un supplément pour des serviettes propres. Le premier appel de Simon était probablement à Clara parce que les gars comme Simon ont toujours supposé que la femme avait une sorte de plan lorsque tout tournait mal. Mais le téléphone de Clara était allé directement sur la messagerie vocale depuis qu'Alec avait cessé de lui parler et elle se cachait probablement dans le trou dans lequel elle avait réussi à se faufiler après l'expulsion de l'appartement. Son deuxième appel fut adressé à un avocat, James Morrison, Esquire, qui eut le malheur de prendre en charge le dossier de Simon et l'intelligence de reconnaître une cause perdue lorsqu'il en vit une. Morrison passa exactement 47 minutes à examiner le dossier de preuve avant de rappeler Simon avec des nouvelles encore pires que la plainte initiale. Monsieur Reynolds, dit Morrison sur le ton que les avocats utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à expliquer pourquoi vous êtes complètement. Il ne s'agit pas de triangles amoureux ou de drames relationnels. Il s'agit d'une fraude financière. Vous avez été inculpé de complicité de plusieurs crimes, et les preuves sont accablantes. Simon s'enquit apparemment de ses chances de gagner, que Morrison décrivit comme étant minces, voire inexistantes, avec une forte tendance à l'inexistence. Puis vinrent les questions concernant Clara, pour savoir si elle pouvait contribuer aux frais d'avocat ou aux témoignages, ou quoi que ce soit qui pourrait faire disparaître ce cauchemar. La réponse de Morrison fut probablement le meilleur moment de toute la conversation. Monsieur Reynolds, expliqua Morrison, votre coaccusé semble avoir fui la juridiction et abandonné toute communication. Même si nous pouvions la localiser, son témoignage ne ferait que renforcer la cause du plaignant. Simon avait quitté sa femme pour Clara, pensant s'offrir une vie meilleure avec une femme qui lui assurerait une sécurité financière. Au lieu de cela, il avait troqué un mariage stable contre un procès qui allait le poursuivre comme une hantise financière jusqu'à la fin de ses jours. Le plus beau, c'est que Clara ne répondait même plus à ses SMS.
Il y a quelque chose de merveilleusement poétique dans la façon dont le karma distribue sa facture finale. Non pas avec le tonnerre et les éclairs, ni avec des scènes d'audience dramatiques ni des confrontations explosives, mais avec une simple enveloppe blanche posée dans une boîte aux lettres, comme une banale surprise du mardi matin. Le règlement de compte de Clara est arrivé exactement 3 semaines après sa sortie officielle. Remis en main propre par la poste avec la même efficacité des involtes qu'ils utilisent pour les factures de service.